Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de nous retrouver avec vous ce samedi 3 janvier 2026 pour notre première émission de l'année 2026. Nous en profitons pour vous présenter une nouvelle fois nos vœux de bonheur, de prospérité, surtout d'excellente santé, de réussite pour la nouvelle année. Et nous espérons que nous allons continuer à animer notre émission et que vous serez toujours fidèles avec nous. L'année 2025 vient de se terminer. Je pense que globalement, le bilan de Grand Angle est très, très positif au vu des réactions des gens, au vu des appels que j'ai, au vu d'un certain nombre de commentaires. C'est vrai que ça aurait pu être interactif pour que je réponde à tous les commentaires qui sont faits, mais on va faire l'effort d'y arriver. Donc aujourd'hui, nous allons avoir notre première émission et nous vous rappelons que nous sommes en année 2016. 2016 signifie pour nous un moment extrêmement important, une période extrêmement importante. Lorsque nous nous rappelons de ce qui s'est passé au cours de l'année 2016, je disais 2016-2026, donc il y a 10 ans, on peut penser, on peut rendre hommage à toutes ces manifestations que nous avons faites en 2014, en 2015, en 2016, qui ont bien réussi et pour lesquelles nous avons parfois eu des commentaires extrêmement sévères. C'est pour ça qu'au début de cette émission, je voudrais avoir une pensée tout à fait particulière pour nos prisonniers politiques. Et quand je parle de prisonniers politiques, je pense à Jean-Marie Michel Moukoko, je pense à André Okombi Salissa, je pense à celui qui venait de rentrer en juillet dernier, c'est-à-dire Maître Bob Kabel Masuka. Je pense à tous les autres, y compris ceux dont nous n'avons pas la maîtrise des noms. Ils étaient 3 ce jour-là à donner une conférence de presse. Guy Brice Parfait Kolela, l'ex-ministre André Okombi Salissa et le général Jean-Marie Michel Moukoko. 3 opposants de Denis Sassou Nguesso réunis à 72 heures de la présidentielle de 2016. Nous savons que les dés sont pipés d'avance. Nous avons confiance aussi que le peuple va être vigilant. Le pouvoir s'enfonce dans une fraude massive. Près de 6 ans plus tard, l'un d'entre eux, Guy Brice Parfait Kolela, est décédé. Les 2 autres, Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa, sont en prison, arrêtés tour à tour en juin 2016 et janvier 2017. Les 2 opposants ont été jugés par la Cour criminelle en 2018 et 2019 et condamnés pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Les condamne à la peine de 20 ans de détention criminelle. En amont de leur procès, leur détention avait été jugée arbitraire par le groupe de travail du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui avait préconisé leur libération immédiate et l'ouverture d'enquêtes sur les circonstances de leur incarcération. Un dossier abordé lors d'un récent entretien avec le président congolais. Un groupe d'experts de l'ONU a demandé à 2 reprises la libération de Jean-Marie Moukoko et Okombi Salissa, 2 opposants. Pourquoi une solution politique demande? Pourquoi une solution politique n'est pas possible? Qui a demandé, vous dites? Le groupe d'experts des Nations Unies. Les experts. Ouais. Les experts de l'ONU. De l'ONU. Cette demande ne nous a pas encore été exprimée. Dans le dossier Okombi Salissa, l'État congolais a répondu au groupe onusien par courrier. Dans le dossier Moukoko, il a accusé réception de l'avis onusien sans répondre, précise son avocat. Pour le président Sassou Nguesso, ces dossiers ne seront réglés que par les autorités congolaises compétentes, jamais, dit-il, à cause des pressions qui viennent de l'extérieur. Et on retrouve maître Stéphanie Leménien, l'avocate d'André Okombi Salissa. Bonsoir. Alors vous avez vu l'entretien du chef de l'État congolais concernant la détention de votre client et d'autres détenus politiques, notamment le général Moukoko. Que contestez-vous? Qu'avez-vous à dire de cette interview? Bonsoir. Alors il y a un point important. Ce qu'il faut savoir, c'est que M. Okombi est incarcéré aujourd'hui depuis près de 5 années. Dès le premier jour de cette procédure, ses droits ont été piétinés par le gouvernement congolais. C'est la raison pour laquelle nous avons assez rapidement saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU
pour avoir une analyse indépendante et externe de la situation de notre client. La décision et l'avis rendu au mois de juillet 2018 est sans appel. Et ce qu'il est important de préciser, c'est que ces procédures sont évidemment contradictoires. L'ONU attache une importance toute particulière à recueillir les observations tant du plaignant, à savoir M. Okombi, que de l'État concerné, à savoir la République du Congo. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que la République du Congo a transmis ses observations écrites sur notre requête au groupe de travail sur la détention arbitraire avant que cet avis soit rendu. Alors, Maître Leménien, cette mise en cause par les Nations Unies remonte à 2017. Depuis, votre client a été jugé en 2019. Est-ce qu'il subsiste encore des recours judiciaires, des voies politiques ou des contestations de votre côté? L'intégralité, malheureusement, des recours au niveau interne ont été bien évidemment épuisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette procédure s'est clôturée par un procès d'assises qui n'a fait que confirmer la violation des droits de mon client. On avait des témoins qui étaient incarcérés. On a un PV de saisie d'armes. Il a été démontré à l'audience que ce PV était un faux. On a tout un pan de la procédure qui était à l'avantage de notre client qui a été écarté des débats. On ne nous a pas laissé la parole de manière libre et on nous a demandé de nous taire tous les jours de cette audience, jour auquel j'étais présente. L'intégralité de la procédure qui a amené à la condamnation de mon client n'est qu'une mascarade. Et c'est la raison pour laquelle nous avions saisi les Nations Unies et c'est la raison pour laquelle nous continuons les recours sur le plan international, parce qu'il nous semble que le seul moyen de voir les droits de mon client protégés, c'est bien évidemment par la scène internationale, par les médias et par cette pression internationale qui est particulièrement importante dans le cadre de M. Okombi et il me semble aussi dans le cadre du général Mokoko. Peut-être une dernière question. Votre client est en prison depuis 5 ans maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de sa situation et de son état de santé ? Il est évident que 5 années de détention sont extrêmement rudes pour lui, mais il est extrêmement solide et il croit en ses idées, en son pays. Il a toujours cette force, il a toujours cette envie de se battre et on fera tout notre possible pour le représenter et pour obtenir à terme sa libération, encore une fois, en utilisant aujourd'hui principalement la voie internationale. Maître Stéphanie Leménien, avocate de l'opposant congolais André Okombi Salissa, merci à vous. Merci à vous. Parce que ce sont des compatriotes qui ont choisi de mener le combat pour la libération du pays, pour la restauration de la démocratie et de façon plus simple, je dirais, pour l'amélioration de vie des Congolais pour que nous allions en avant. Je pense à Jean-Marie Michel Moukoko et à André Okombi Salissa, parce qu'il vous souviendra qu'en 2016, ils ont été des candidats à l'élection présidentielle. Malheureusement, après cette élection, ils se sont retrouvés en prison. Je vous ai déjà dit que le jour du démarrage de la campagne de Jean-Marie Michel Moukoko, puisque je l'ai accompagné sur tout le territoire national, il était convoqué à la direction générale de la surveillance du territoire. Et ça nous fait poser une question. C'est l'aspect du respect des lois et règlements de la République. Parce qu'aujourd'hui, que constatons-nous? Surtout après que nous venons de vivre, que nous sommes en train de vivre ce qui s'est passé au niveau du congrès du PCT. Je n'entrerai pas dans ce qui regarde le PCT, mais j'essaierai d'aborder les éléments qui touchent à la vie nationale en rapport avec leur congrès. Des voix se sont élevées pour demander la libération de Jean-Marie Michel Moukoko, d'André Okombi Salissa et de tous les autres prisonniers. Pendant qu'ils vont rentrer dans leur 10e année de prison, il y a les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ne sont nullement inquiétés. Il y a d'autres Congolais qui ne sont nullement inquiétés pour des raisons que nous ignorons. Mais nous constatons que nous avons avec nos gouvernants des problèmes pour le respect des lois et règlements de la République. C'est véritablement dommage. C'est d'autant plus vrai qu'avec le congrès du PCT, nous avons eu la confirmation de ce que les gouvernants ont décidé de violer dans l'impunité totale les lois et règlements de la République. Nous allons y revenir un peu plus tard, mais d'entrée de jeu, je peux vous dire que
le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Je peux vous dire que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Et nous avons vécu un événement sur lequel nous allons nous appesantir à chaque fois que nous le pourrons. C'est un cas typique au niveau du Congo, où un parti au pouvoir qui n'est pas en conformité avec la loi reconduit comme président du comité central du parti, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail, une personnalité qui n'est pas en conformité avec la loi, et lance un appel à sa candidature. Les Congolais devraient y réfléchir. Ils devraient y réfléchir d'autant qu'après que j'ai parlé des appels, mais je ne vais pas insister parce que vous les connaissez, des appels qui ont été lancés pour la libération de Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa. Nous avons vécu au mois de juillet dernier la situation de Maître Bob Kaben Masuka. Et nous avons appris, puisque c'est le procureur de la République qui l'a annoncé, qu'il semblait être dans une opération de déstabilisation de l'État. Et que c'était une situation qu'on appelle en droit de flagrance. Et pour nous autres qui ne sommes pas des hommes de droit, nous pensons que la flagrance amène assez souvent rapidement que le procès puisse s'effectuer, puisqu'il semble que les preuves sont déjà établies. Mais curieusement, il y a une session criminelle qui se tient et qui se termine très prochainement. Et les dossiers de Maître Bob Kaben Masuka avec les 6 autres, puisqu'il semblait qu'ils avaient été 7 à être interpellés. Ce dossier n'a pas été inscrit à cette session criminelle. Et nous nous posons la question, d'autant que lors de la déclaration du procureur de la République, on semblait détenir des preuves irréfutables sur ce qui leur était reproché. Que se passe-t-il? Et moi, j'interpelle, parce qu'au cours de cette année 2016, nous allons assez souvent revenir sur la situation des prisonniers politiques, notamment Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi-Salissa, et il y a Maître Bob Kaben Masuka qui s'est ajouté. Et je crois que c'est très intéressant que nous y fassions une attention particulière et que nous allions. Maintenant, pour le dernier cas, ça nous amène à nous poser la question. Pourquoi on a toujours beaucoup de sévérité quand il s'agit des opposants? De ceux qui, j'ai entendu dire que les opposants, c'est pas des ennemis, c'est des adversaires politiques avec lesquels on devrait dialoguer, etc. Mais pourquoi il y a toujours cette faiblesse de les arrêter, de les envoyer en prison, de faire en sorte que les procès ou les procédures puissent durer et qu'on ne puisse pas aller de l'avant? C'est préoccupant, c'est préoccupant. C'est pour ça que je pense, et je dis aux Congolais, pendant que nous partons, semble-t-il, à une nouvelle élection, le moment est venu que nous en profitons pour que nous posons également, chaque fois que nous le pourrons, le problème de la libération des prisonniers politiques. Et il serait intéressant que ce problème soit fondamentalement et structurellement résolu. C'est le commentaire que je voulais faire. Et je crois qu'au cours de l'année 2026, nous ferons l'effort à chaque fois d'évoquer la situation de Moukoko, d'André Okombi-Salissa, de Bob Kaben Masuka, etc., pour voir comment on pourrait avancer dans le suivi et l'aboutissement que nous souhaitons heureux. Parce que pour les 2 premiers, ça fait déjà pratiquement 10 ans. Et 10 ans en prison au Congo, ce n'est pas facile. Voilà le premier commentaire que je voulais faire. Maintenant, la deuxième information que je voulais donner. C'est très difficile. Et je dis que le Congo va mal, très mal. Le Congo est tombé très bas. Je le dis à partir d'un témoignage assez simple. C'est le témoignage des travailleurs de l'hôpital de Dolisie qui cumulent beaucoup de mois d'arriérés de salaire et qui ont mené une démarche pour revendiquer le paiement de 8 mois d'arriérés de salaire. Feuilleton de grève en République du Congo, des administrations para-étatiques de plus en plus paralysées. Après l'université Mariangwabi, les mairies du Congo prennent le relais. Ici à la morgue municipale, ce 11 décembre, aucun service n'est fonctionnel.
Les parents sont dans les mois. Déjà payé, hier les parents étaient ici, ils ont parlé avec les parents, ils ont dit qu'on peut enterrer aujourd'hui. Mais on a fait tout, on a préparé, on a mis les chapelles, tous les gros baffles, on a tout mis. Mais arrivé sur notre Dieu que le corps ne peut pas sortir. On a dépensé beaucoup d'argent là-bas, c'est pas eux qui vont nous rembourser l'argent là. L'État essaie d'y remédier vite à cette situation parce que ça pénalise beaucoup de Congolais, beaucoup de familles endeuillées. S'il faut reporter encore l'enterrement, c'est de l'argent qu'il faut dépenser encore. Les agents des mairies de Mosendio, Kaï, Dolizy, Ouesso, Pointe-Noire et Brazzaville traînent de nombreux mois impayés. Chaque mairie a son package de revendications allant entre 80, 60, 14 et 9 mois. L'agent municipal qui lâche le morceau préfère garder l'anonymat. Au niveau de la mairie de Brazzaville, nous avons déjà 14 mois impayés. Nous sommes en grève, nous réclamons nos salaires. Dolizy, ils ont près de 50 mois impayés. Moussendio ne parlons plus. Près de 80 mois impayés. La mairie de Brazzaville devient de plus en plus l'ombre d'elle-même, s'indigne un agent qui s'interroge sur la direction que prennent les recettes municipales. Pendant que les agents sont invités à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre, les syndicats attendent de pied ferme la relance des négociations avec le gouvernement. Suite à la non prise en compte de leurs revendications, le réseau national des enseignants communautaires lance à partir du 13 novembre une grève générale illimitée sur l'ensemble du territoire national. Les enseignants communautaires sont invités à observer cette décision issue de l'Assemblée générale de cette plateforme de défense des intérêts de ces éducateurs. Après analyse et échange d'idées concluant sur l'insatisfaction totale de toutes les réclamations contenues dans cet avis de grève et l'absence de résolution conséquente de la part du gouvernement de la République, l'Assemblée générale a décidé de déclarer la grève générale illimitée de tous les enseignants communautaires sur toute l'étendue du territoire national à compter de la date du 13 novembre 2025 à 7 heures, heure de Brazzaville. Lors de cette déclaration, le coordonnateur du réseau national des enseignants communautaires a épinglé les doléances auxquelles ils sont confrontés. Il s'agit de l'octroi d'un quota exercice 2026 de plus de 12 573 postes budgétaires au ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, dont 3 000 places aux communautaires avancés en âge pour procéder à une intégration massive de cette catégorie d'enseignants à la fonction publique. La signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les comités de la société civile représentatifs des enseignants communautaires qui servira à la fois pour mieux contrôler, évaluer et encadrer l'intégration des enseignants communautaires au cours des années à venir. L'encadrement réglementaire des procédures de licenciement d'un enseignant communautaire. La paie des 8 mois de bourse impayés, notamment le premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025, c'est-à-dire les mois d'octobre, novembre, décembre 2024 et les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2025 dans le cadre d'une paie trimestrielle à compter du 18 novembre 2025. La prise en compte de la première prise de service après intégration de tout enseignant communautaire. Cette organisation syndicale des enseignants communautaires s'insurge contre la léthargie du gouvernement dans la résolution de leurs problèmes et l'invite à prendre urgemment en compte leurs réclamations, seule condition sine qua non pour la levée de cette grève. Et curieusement, au moment où on est en période de fête, qu'est-ce qu'on leur a offert? On a offert à chacun d'eux 8 kilos de riz et une demi-bouteille d'huile, sans autre assaisonnement. Nous n'avons pas voulu compris ce que ce message voulait exactement signifier. Est-ce que ça veut dire que pour nous autres, les retraités, nous, sur une situation sur laquelle je vais revenir, on peut s'entendre dire qu'on va nous payer 50 kilos pour les 50 mois de pension qu'on nous doit? Non, je crois qu'il faut qu'on arrête. C'est du mépris, c'est de l'humiliation pour les Congolais. Surtout lorsque, avec beaucoup d'arrogance, on vient vanter la réalisation, soit du bilan du quinquennat, soit du travail qui a été fait. Et lorsqu'on sent qu'on arrive à ce qu'on a contribué à faire souffrir les Congolais de la manière dont on a fait souffrir, c'est très difficile. Et j'ai difficilement supporté cette vidéo
des travailleurs de l'hôpital de Dolisie. Et j'ose espérer que les choses vont fondamentalement changer. Mais je pense que nous endossons tous une grande responsabilité. Par notre silence, nous avalisons. Et il est bon qu'à chaque fois, nous ne demandons pas de troubler l'ordre public, mais ça fait partie de nos droits. Nous devons les revendiquer. Et je crois que je vais enchaîner avec le problème des retraités et les autres situations, parce que c'est véritablement pénible et difficile à supporter. La troisième information, c'est justement sur la situation des autres travailleurs, et je me base sur la situation des retraités. Les retraités congolais ont pratiquement 50 mois d'arriérés de pension, c'est-à-dire 4 ans et 2 mois. Ils ont pratiquement leur pension qui est payée à la valeur du point d'indice 160 au lieu de la valeur du point d'indice 300. Ceci, pour la plupart d'entre eux, depuis 2017, c'est-à-dire pratiquement depuis près de 10 ans, ils touchent pratiquement la moitié de ce qu'ils devraient toucher comme pension. C'est véritablement difficile. Ils ont des arrérages. Et je pense qu'on n'oublie pas de différencier. Alors, j'évoque cette situation parce que sur les 50 mois d'arriérés, il y en a 3 pour l'année 2025 qui vient de finir, c'est-à-dire le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. Ça veut dire qu'ils ont touché 9 mois de pension, déjà que lorsque la pension est payée, ils ne peuvent pas joindre les deux bouts du mois. C'est très grave. C'est très grave. Nous avons été très heureux lorsqu'en mi-novembre, les syndicats ont posé clairement le problème d'organiser des sit-ins devant la primature et devant les sièges des départements, dans les différents départements. Et ils ont été reçus par le président du Sénat, qui a dit quelque chose qui nous a surpris, à savoir qu'il ne fallait pas aller à la voie de la confrontation alors que les manifestations pour défendre les droits sont autorisées, mais il fallait aller au dialogue. Ils sont partis au dialogue. Mais les résultats, c'est quoi? On a les résultats maintenant, puisqu'on a adopté le budget 2026. Parce que le combat consistait à obtenir non seulement le paiement des 5 mois d'arriérés de l'année 2025, mais en plus obtenir qu'à partir du 1er janvier, la pension soit payée concomitamment avec les salaires à l'indice, à la valeur du point d'indice 300 pour tous les retraités, et que l'on négocie pour les arrérages et les mois d'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on a vécu? Et je vais certainement décevoir les retraités. Le budget 2026 a été adopté, et quand on voit la ligne qui a été retenue, la ligne des cotisations sociales au profit de la greffe, on a retenu 66,4 milliards. Et nous apprenons que pour payer un mois de pension, c'est 13 milliards. Ça veut dire que dans le budget de l'année 2026 qui a été retenu par les gouverneurs, on prévoit de payer 5 mois de pension aux retraités. Et on risque de cumuler encore 7 mois pour que nous passions pratiquement de 50 mois d'arriérés à pratiquement 55. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nous y reviendrons parce que lorsqu'on examine le budget, et assez souvent nous avons fait la remarque, nous avons constaté que les gouverneurs actuels ne veulent pas du tout entendre parler de la réduction du train de vie de l'État. Ils ne veulent pas du tout entendre parler de la lutte contre la corruption qui aurait permis de récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Ils ne veulent pas entendre parler des audits des projets de la municipalisation accélérée, parce que là aussi, c'est des niches que l'on devrait pouvoir exploiter. J'ose espérer qu'au niveau des douanes aussi, on devrait revoir ce problème des exonérations fiscales qui ont fait que le directeur général des douanes s'est plaint une fois en relevant qu'au cours d'une année, on avait prévu 180 milliards au titre des rentrées fiscales au niveau des douanes, alors qu'il y avait pratiquement 600 milliards d'exonérations fiscales. C'est pas les niches qui manquent. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Mais il n'y a pas que les retraités. Nous avons vu, il y a les mairies, les travailleurs des mairies qui sont en grève pratiquement.
Il y a les travailleurs du secteur de l'agriculture, de l'économie forestière et de l'environnement. Il y a dans plusieurs structures des situations impayées. Surtout lorsqu'on présente un bilan qu'on veut vanter qui est positif pour essayer de dire qu'il faut qu'il continue. Mais les Congolais doivent comprendre que la continuation, c'est en fait la continuation pour continuer à faire plonger les Congolais dans la souffrance. Et si les Congolais ne le comprennent pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que nous faisons. On nous attaque parce que les réseaux sociaux, soi-disant, posent beaucoup de problèmes à certains de nos compatriotes, mais les réseaux sociaux ont permis une certaine prise de conscience. Le blocage de l'information qui se faisait au travers des médias d'État, eh ben, il a été levé puisque maintenant avec les réseaux sociaux, nous nous exprimons, on peut nous entendre de où qu'on soit, etc. Donc la situation est extrêmement grave. Elle est même préoccupante et on ne peut pas continuer à notre avis à vivre cette situation extrêmement difficile et je crois que c'est ça que nous devons suivre. Donc je pense que avec ce tableau que je décris, avec cette grogne sociale qui existe pratiquement dans la plupart des secteurs, il faut que nous les Congolais nous soyons debout, que nous revendiquons. Assez souvent, on dit que nous ne proposons pas, mais nous proposons quand on parle de la réduction du train de vie de l'État, quand on parle de mener une lutte âpre contre la corruption, les détournements, tout ça, c'est bien ce que nous faisons et nous voulons aller de l'avant. Maintenant, pour démarrer cette année, nous avons retenu une thématique que vous connaissez qui est simple, mais au regard de ce qui s'est passé au congrès du Parti congolais, au 6e congrès du Parti congolais du travail. La thématique est la suivante. La conformité à la loi est un véritable casse-tête pour les gouvernants congolais. Et nous allons insister, surtout à l'approche de l'élection, avec ce que nous avons vu au niveau du congrès. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous allons rentrer dans les détails, mais nous avons vu un parti qui n'est pas en conformité avec la loi, qui s'appelle PCT, qui a, dit-on, gagné toutes les élections entre 2020 et 2025. Nous avons vu tous ces partis alliés qui, eux aussi, ne sont pas conformes à la loi, par rapport notamment à la disposition relative à l'obligation de déclaration de patrimoine, donc qui aurait dû être suspendu si on respectait la loi qui a été adoptée par un Parlement majoritairement composé par des éléments du PCT. Et nous arrivons à cette situation qui est véritablement dommage. Elle est véritablement dommage. Alors, pour essayer d'avancer sur ce terrain, nous allons rappeler un peu quelques aspects qui ont été abordés par le Premier ministre Anatole Poligny-Makosso dans son programme d'action gouvernementale. Il a beaucoup insisté sur la restauration, l'urgence et la nécessité de la restauration de l'autorité de l'État. Et il fonde son argumentation, et je vais essayer de vous traduire quelques passages, sur ce qui est mis dans le projet de société qui s'exécute actuellement, à savoir Ensemble poursuivons la marche. Quand on se réfère à ce que le Premier ministre dit et qui ressort dans le programme, dans le programme d'action gouvernementale, il apparaît que les lois et règlements de la République ne doivent pas être d'application à géométrie variable et que le non-respect des lois doit entraîner la sanction. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est ça qui est extrêmement important. Maintenant, la question que l'on se pose, pourquoi il n'y a pas de sanction? Pourquoi il n'y a pas de sanction? Et comment fonctionne-t-on? Alors que l'on avait dit que la loi et l'autorité de l'État seront plus que dans le passé mises en avant en toutes circonstances. Pourquoi la loi n'est-elle pas mise en avant en toutes circonstances? Et pour avancer dans notre raisonnement, nous avons pensé aborder un premier aspect, un premier point. C'est de faire quelques commentaires sur quelques textes qui ont été liés pratiquement à la tenue du 6e congrès du PCT. Nous n'entrerons pas
dans les détails de ce qui concerne le PCT, ça ne nous regarde pas. Mais nous ferons des commentaires sur ce que nous pensons être en lien avec la nation, sur ce que nous pensons être en lien avec la vie des Congolais, sur ce que nous pensons être en lien avec la condition du Congolais. Alors, le premier document sur lequel je vais revenir, mais sur lequel nous avons déjà insisté, c'est ce fameux document en toute transparence 2021-2026, bilan du quinquennat. Et on s'en réjouit, on s'est plaint. Et le bilan dit un positif, alors que tout le monde sait que le PCT et le président Denis Sassou Nguesso ont lamentablement échoué. Ils ont conduit le pays à la ruine. La propagande qui a été organisée, vous avez compris le jeu qui a été mis en place avec les poses de pierres un peu partout, etc. Des actions comme tape l'œil. C'était pour aller vers la conclusion que Denis Sassou Nguesso travaille extrêmement bien. Il a la maîtrise de la barre. Nous n'avons aucune raison. Mais posons la question Congolais qui partagent ce point de vue. Vous croyez qu'aux États-Unis, Bill Clinton a mal travaillé? Vous pensez qu'aux États-Unis, George Bush a mal travaillé? Vous pensez qu'aux États-Unis, Barack Obama a mal travaillé? Et pourtant, là-bas, il s'agit d'un mandat de 4 ans, une fois renouvelable. Vraiment, c'est chiant vraiment ici à Bakongo. Pour avoir de l'eau, ça a des sérieux problèmes. Là, je revenais à la glacière pour amener de l'eau ici à la maison. Brazzaville est en proie depuis plusieurs mois à une pénurie d'eau sans précédent qui contraint les populations à parcourir des longs kilomètres à la recherche de cette ressource vitale. Dans certains quartiers, les habitants font recours à l'eau des forages. Je n'ai plus de l'eau jusqu'à aujourd'hui. Ça peut... Là, vous m'avez vu et mon fils aller chercher de l'eau au forage. Là, on achète un bidon à 50 francs. Le Congo est traversé par le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Nous avons aussi l'océan Atlantique au niveau de Pointe-Noire. On ne comprend pas, ce n'est pas le Congo normalement qui devait peiner pour avoir l'eau dans les robinets. Mais on est obligé de nous approvisionner dans les forages et le forage, ça nous coûte beaucoup d'argent. Pour s'approvisionner en eau, les habitants des quartiers proches du fleuve Congo, en compagnie de leurs enfants, sont obligés de se ravitailler ou faire leurs travaux ménagers dans les eaux de ce fleuve, avec tous les risques que cela comporte. Venir se laver les vaisselles, les lessives, tout, et se laver au fait, on puise de l'eau et puis on rentre chez nous. Il y a le risque, mais on ne peut rien faire parce que l'eau ne coule pas à la maison. Si on reste à la maison, on va se laver. Pour clarifier l'opinion publique au sujet de la pénurie d'eau potable, l'équipe de Vox TV a été butée au refus de la Congolaise des eaux à répondre à leurs préoccupations, tant à la direction générale de cette société para-étatique, ainsi qu'à la direction départementale. Mais on ne peut être présent que pendant 2 mandats. Et nous sommes surpris quand nous écoutons certains développements faits par les parents, les amis du PCT, qui consistent à dire Denis Sassou Nguesso est le seul capable. Le seul en quoi? Le seul en quoi? Le bilan est connu. Mais dans le cas américain que je viens de vous évoquer, quel que soit votre bilan, et assez souvent, je dois vous dire que ces présidents ont quitté la prison avec un bilan extrêmement bon, élogieux, parce que l'on nous vante ici, où nous n'avons même pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Et moi, je dois rappeler aux amis du PCT que le dernier recensement qui a été effectué au Congo en 2023 a fait ressortir que notre population résidente était de 6 142 180 habitants. Mais à qui vous allez faire croire qu'avec cette population, il n'y a pas plusieurs Congolais qui sont capables de diriger le pays. Il n'y a que Denis Sassou Nguesso pour nous conduire à la catastrophe et à la ruine. Ce n'est pas sérieux. Les 4 présidents qui refusent de céder le pouvoir aux jeunes en Afrique. Numéro 4, Alassane Dramane. Ouattara, âgé de 82 ans, est un homme politique ivoirien qui a été élu président de la Côte d'Ivoire en 2010, réélu en 2015 et 2020. Il a refusé de céder le pouvoir en raison de modifications constitutionnelles qui lui ont permis de briguer un 3e mandat. Numéro 3, Denis Sassou Nguesso, né le 23 novembre 1943 et il a fait plus de 40 ans au pouvoir
pouvoir est un homme politique congolais qui est président de la République du Congo depuis 1979 avec une interruption de 5 ans entre 1992 et 1997. Il a été réélu à plusieurs reprises, souvent dans des élections contestées. Numéro 2. Teodoro Nguema Mbasogo, âgé de 82 ans, est le président de la Guinée équatoriale depuis 1979 après avoir renversé son oncle en un coup d'État. Il est l'un des plus anciens dirigeants en exercice au monde et a été réélu à plusieurs reprises dans des élections souvent critiquées pour leur manque de transparence et d'équité. Numéro 1. Paul Biya est le président le plus âgé au monde, né le 13 février 1933, âgé de 91 ans, est un homme politique camerounais qui est président du Cameroun depuis 1982. Il a été réélu plusieurs fois, souvent dans des élections contestées pour leur transparence. Ce n'est pas sérieux. Alors, pour les jeunes, je dois leur dire, pour les jeunes, assez souvent, il faut que nous leur donnions un certain nombre de détails sur ce qui s'est passé dans ce pays. Le président Marien Ngouabié a été assassiné le 18 mars 1977 à 14h30. Mais pour nous qui étions sur le territoire national, dans la journée, son digne continuateur était connu. Qu'est-ce qui a changé? Près de 50 ans après, on ne peut pas reproduire le même schéma. Il n'y a qu'une seule personne sur 6 142 000. Non, n'amusez pas la galerie. Soit, au-delà de ce qui a été dit sur le bilan, je vais revenir sur un certain nombre d'aspects. Pourquoi on a voulu cacher les aspects qui sont liés au changement de constitution? Parce que c'était le moment pour le pouvoir de nous dire qu'est-ce que ça a donné avec ce que nous connaissons maintenant, ce que ça a donné en Guinée, ce que ça a donné dans un certain nombre d'autres pays, ceux qui veulent absolument se maintenir au pouvoir, qu'est-ce que ça a donné? On n'a pas voulu nous parler de ce problème extrêmement important pour lequel les Congolais lèvent souvent les voix. Pourquoi le Conseil national de dialogue n'a jamais été formellement mis en place? Organe de réconciliation, d'apaisement et de recherche de consensus entre toutes les forces vives de la nation. Dans un pays où depuis plus de 10 ans, les gouvernants n'arrivent pas à sortir le pays de la grave crise qu'il traverse. L'exemple de la dette avec les eurobonds est suffisamment clair. C'est suffisamment clair. Pourquoi les gouvernants ne parlent pas des violations dans l'impunité totale des lois et règlements de la République? Et du fait que, puisqu'ils étaient en congrès, mais j'ai constaté qu'ils n'ont pas eu le courage, mais d'évoquer et de dire aux congressistes que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Il ne respecte pas la Constitution. Il viole les lois et règlements de la République. Et il y a des dispositions qui sont envisagées. Malheureusement, il n'y a pas de contre-pouvoir dans ce pays. L'Assemblée et le Sénat sont devenus des chambres d'enregistrement. D'ailleurs, certains d'entre vous ont vu assez souvent, que ce soit le Premier ministre, que ce soit l'honorable président de l'Assemblée, mais lancer des appels pour que tous les Congolais se rangent derrière Denis Sassou Nguesso. Tous les Congolais sauf moi. Et c'est véritablement dommage. Mais nous ne cesserons de répéter. Nous ne cesserons de répéter. Et le Parti congolais du travail, qui vient de tenir son congrès, qui n'a pas mis ce problème, je crois, à l'ordre du jour, parce que je n'en ai pas entendu parler, n'est pas en conformité avec la loi. Que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Et moi, je conclue sur ce problème, en plus, que, à mon avis, il faut qu'on ait le courage pour qu'on soit transparent, pour qu'on informe les Congolais, pour qu'on informe les militants, pour qu'ils soient bien édifiés. À quoi ça sert de ne pas les dire? Puisqu'ils finiront par le savoir. Et à mon avis, sur le bilan, je crois que c'est ces commentaires que je tenais à faire pour essayer de vous resituer dans le cadre du livre qui a été écrit, mais qui, à notre avis, et nous avons souvent donné notre point de vue là-dessus, qui, à notre avis, fait apparaître clairement que nous sommes dans le déni de la vérité, le déni de la transparence, et nous sommes dans le mensonge. Parce que la réalité qu'il faut dire aux Congolais, c'est que le président Denis Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail ont lamentablement échoué. Après avoir commenté ce document, je vais passer pour commenter notre document
Je l'ai lu, mais je ne vais pas rentrer dans les aspects qui touchent le Parti congolais du travail, ce n'est pas mon intérêt. Je vais essayer d'aborder les aspects qui touchent à la vie nationale. Et j'ai sous mes yeux ici le discours de Pierre Moussa, secrétaire général à l'ouverture du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Et quand j'ai lu ce document, il y a quelques aspects, 3 ou 4 aspects qui méritent que nous fassions quelques commentaires. Le premier aspect sur lequel nous revenons, c'est qu'il est apparu à travers ce document que Denis Sassou Nguesso est véritablement président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail, en violation de l'article, de la lignée 2 de l'article 80, qui dit clairement que le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et être président du comité central, c'est pratiquement la direction du parti. Alors, quand je l'ai lu, j'ai vu le secrétaire général se réjouir de ce que il a été très heureux des orientations et de l'engagement indéfectible qu'il a reçu du président du comité central. Mais les orientations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très mêlé à la vie du Parti congolais du travail. Et à l'époque, j'avais donné la preuve aux téléspectateurs de ce que le président du comité central, Denis Sassou Nguesso, avait adressé une correspondance au secrétaire général du Parti communiste chinois. Nous avons également vu d'autres correspondances qui ont été adressées par le secrétaire général du Parti congolais du travail, mais qui faisaient apparaître clairement. Mais dans ce document, c'est la confirmation. D'ailleurs, ils ne se sont pas gênés. Pendant tous les congrès, à tous les niveaux, depuis les districts, les départements, etc., il a été reconnu. Et c'est pour ça qu'ils se battront, ils se sont battus, ils se battront pour le reconduire comme président du comité central. C'est-à-dire qu'on est toujours et toujours dans la violation des lois et règlements de la République. Et on se pose la question, ces violations veulent porter quel message? Est-ce que ça veut dire que le Parti congolais du travail est au-dessus des lois et que c'est lui qui imprime la loi? Est-ce que ça veut dire que le président Denis Sassou Nguesso est au-dessus des lois? C'est lui qui imprime les lois? Ou bien nous avons des lois, notamment la loi fondamentale, la Constitution, que tout le monde doit respecter et qui doit nous permettre d'aller de l'avant. Maintenant, le deuxième aspect que j'ai retenu dans ce livre, dans ce message, c'est le président, c'est le secrétaire général du PCT qui se vante des performances du PCT qui, selon lui, a gagné toutes les élections organisées entre 2020 et 2025. Et je crois que quand il s'agit de ce problème, il faut un certain nombre de clarifications. D'abord, nous tenons à préciser aux Congolais que la seule élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée qui s'est tenue au Congo après la conférence nationale, c'est l'élection qui a été organisée en 1992 et qui a vu l'élection de Pascal Lissouba qui malheureusement est sorti du pays de la manière dont vous connaissez. Toutes les autres élections ont été organisées dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous le rappelle. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi depuis 2002. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi depuis 2002. Rien que ces deux exemples illustrent clairement que toutes les élections qui ont été organisées ne l'ont pas été de façon transparente, équitable et haute. Et etc. On ne pouvait véritablement pas avancer. Ensuite, je dois dire en réponse à ce que le secrétaire général du PCT a dit, que les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, crédible et transparente, etc., n'ont jamais été remplies. Et tout le monde sait qu'il y a eu entre 2009 et 2022 des concertations politiques depuis Brazzaville jusqu'à Ouagadougou. Soi-disant, il y en a eu 7, je crois, soi-disant pour améliorer la gouvernance électorale. Mais la gouvernance électorale n'a jamais été améliorée. Bien au contraire, toutes les recommandations qui ont été prises dans le cadre de ces concertations, elles n'ont jamais été mises en application. J'en prends une qui a été prise à Evo en 2011. Elle recommandait au gouvernement
d'élaborer un timing précis des opérations préélectorales et électorales afin d'éviter la précipitation. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu ce timing. Et aujourd'hui, vous savez bien que nous sommes dans la précipitation. Ensuite, il y a d'autres recommandations extrêmement importantes qui n'ont jamais été mises en application. J'en cite quelques-unes. La première que je cite, à laquelle nous pensons, à laquelle nous avons mené le combat sous le président Lissouba avec le PCT pour qu'on y aille, c'est la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante. On peut dire, qu'est-ce que c'est qu'une commission nationale électorale véritablement indépendante? Mais selon les standards internationaux, selon la déclaration de Bamako de novembre 2000, selon la charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance, mais une commission nationale électorale est dite indépendante lorsqu'elle a la maîtrise de tout le processus électoral, depuis les opérations préparatoires jusqu'à la proclamation des résultats. Ce n'est pas le cas. Et c'est d'autant plus surprenant qu'avec le PCT, mais nous avons adressé au président Lissouba en mars 1997 un mémorandum dans lequel nous réclamons justement la mise en place d'une commission nationale électorale indépendante. Et dans le mémorandum que nous avons fait, nous avons défini clairement les thèmes de référence de ce que c'est qu'une commission nationale électorale indépendante. D'où vient que depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ne veulent plus l'appliquer. Et je rappelle aux amis du PCT que lorsque le Premier ministre David Charles Gagnon avait annoncé que son gouvernement allait organiser les élections, mais ils ont répondu par une déclaration forte dans laquelle il disait qu'un démocrate sincère n'a pas peur d'une commission électorale véritablement indépendante. Maintenant, pourquoi ils en ont peur? Ils ne sont plus démocrates, ils sont devenus des dictateurs. Je crois que c'est ça l'interprétation qu'on peut avoir. Ça, c'est l'un des aspects. L'autre des conditions qu'on peut avoir, c'est la maîtrise du corps électoral, avec son corollaire, l'élaboration des listes électorales fiables. Et je rappelle qu'à Dénisy, il avait été dit que la méthodologie proposée par l'administration publique congolaise, qui consiste à rechercher la maîtrise du corps électoral par l'opération de révision des listes électorales, ne permet pas la bonne tenue du fichier électoral. Et on le sait. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a fait? Alors qu'en 2013, on avait recommandé l'établissement des cartes biométriques avec photo, le ministre Mboulou, qui avait annoncé d'abord une concertation nationale en mars 2024, il s'est lancé dans une opération de révision des listes. Alors que nous sortions du recensement de 2023, duquel on pouvait tirer le sous-fichier sur lequel nous devions travailler, mais qui devait être plus actuel. Ensuite, il y a un autre aspect. On parle d'un texte depuis longtemps pour le plafonnement des dépenses de campagne. Et à chaque fois, ce texte n'est pas prêt. Maintenant, il y a d'autres aspects qui apparaissent clairement, notamment celles qui sont ressorties au niveau de la concertation politique de Rwanda en 2022. C'est la révision à la baisse des taux de cautionnement. Et pour l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon, il avait été retenu. Les voix se sont élevées pour dire qu'il fallait qu'on baisse ce taux de 25 millions à 5 millions. Et puis, il y a une autre raison. Nous sommes en crise. Tout le monde ne gagne pas 25 millions. Tout le monde ne gagne pas 10 millions. Mais tout le monde ne peut pas être exclu du jeu démocratique. Et on devrait pouvoir avancer. Il y a d'autres aspects. Il y a ce débat sur la force publique, il y a ce débat sur le découpage électoral qui n'est pas terminé parce que j'ai suivi qu'il y a eu un certain nombre de réactions au niveau de l'Assemblée et je crois qu'on y reviendra parce que les choses ne sont pas finies et elles ne sont pas si claires que ça. Maintenant, l'autre aspect qu'il faut aborder, mais c'est dans le message du secrétaire général du PCT, et c'est le fait de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du parti, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail, et de faire un appel à sa candidature. Alors, sur le premier aspect, je dis que c'est préoccupant. Pourquoi? Mais parce que le PCT, le président de la République, le président du Sénat et tous les autres savent que c'est une violation de la Constitution. Et comment ils se permettent
de reconduire la même chose. Je n'utiliserai pas une expression méchante, mais ça veut dire que pour eux, la Constitution ne compte pas. La Constitution ne compte pas. Alors, la Constitution, c'est l'acte juridique suprême d'un État. C'est clairement le texte suprême qui se trouve tout en haut de la hiérarchie des normes. Et d'ailleurs, l'ensemble des règles d'un État doivent lui être conformes. Que contient donc la Constitution ? Dans une Constitution, on trouve principalement deux types de règles. On trouve tout d'abord les règles qui déterminent la forme de l'État, qui déterminent l'organisation des pouvoirs publics, qui déterminent les conditions d'exercice du pouvoir. Concrètement, la Constitution prévoit ainsi l'organisation politique, en quelque sorte, du pays. Elle précise aussi quel est le rôle et les missions de chacun des organes d'un État. Par exemple, c'est la Constitution qui précise que la France est une république laïque, indivisible, etc., qu'elle est dirigée par un président de la République élu pour 5 ans au suffrage universel direct. C'est aussi la Constitution qui indique que la loi est adoptée par le Parlement selon telle procédure. La Constitution nous informe de quoi est composé le Parlement, en l'occurrence de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle précise par exemple comment sont élus les députés et les sénateurs. Elle parle également des pouvoirs du Parlement, du Premier ministre, etc. En bref, la Constitution fixe les règles d'organisation du pouvoir dans un État. C'est donc le premier type de règles que l'on peut trouver dans une Constitution. Ensuite, le deuxième type de règles que l'on trouve dans une Constitution, ce sont les règles relatives à la protection des droits fondamentaux des individus. En France, c'est la Constitution du 4 octobre 1958 qui fixe les règles d'exercice du pouvoir sous la Ve République. Alors, cette Constitution de 1958 comporte un préambule, une sorte d'introduction, et 89 articles. Dans ces articles, on trouve toutes les règles sur l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, qui c'est le président de la République, le Premier ministre, le Parlement, etc., le gouvernement, etc. Mais dans le texte même de la Constitution, on ne trouve pas de protection à proprement parler des droits fondamentaux. Et c'est la raison pour laquelle d'autres textes fondamentaux, qui protègent, eux, les droits fondamentaux, ont acquis une valeur constitutionnelle grâce à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est notamment le cas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacre certains droits fondamentaux comme la liberté d'expression, le droit de propriété, etc. C'est aussi le cas du préambule de la Constitution de 1946, qui a été intégré par le Conseil constitutionnel, le bloc de constitutionnalité, et donc ce préambule de 46, de la Constitution de 46, consacre certains droits sociaux, comme par exemple le droit de grève. Tout cela forme ainsi ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et pour assurer le respect donc de la Constitution, de ce bloc de constitutionnalité, un contrôle est effectué par un organe particulier, le Conseil constitutionnel. Et ce contrôle est appelé donc assez facilement, assez simplement, le contrôle de constitutionnalité. Et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et je crois que c'est véritablement dommage. C'est véritablement triste. Maintenant, quand tu as lancé l'appel pour la candidature du président de la République, puisque semble-t-il que cette démarche est soutenue par l'ensemble des partis de la majorité présidentielle, etc., mais je me pose la question, savait-il, oui ou non, que le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi? Si je m'exprimais en d'autres termes, est-ce qu'il est sérieux dans un pays que l'on puisse proposer une personnalité qui est hors la loi à la candidature pour l'élection présidentielle? Je dis que c'est préoccupant. Et ça s'explique par quoi? Il y a comme une volonté de conservatisme, comme une peur de voir des changements, comme une peur de se rendre compte qu'il faut un jour rendre compte. Mais lorsqu'on a présenté le bilan, ça a été clair. On a parlé du devoir de redevabilité. On a parlé de la responsabilité que chaque responsable a de rendre compte. Donc, à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, nous sommes tenus de rendre compte. Et je sais que les contentieux sont extrêmement nombreux, mais on ne peut pas ne pas les regarder. Et on ne peut pas continuer comme ça, à agir comme si les lois ne comptaient pas. Et après,
on se présente. On n'est pas en conformité avec la loi, mais on se présente comme si on était conforme à la loi. C'est véritablement dommage et c'est véritablement triste. Alors, le document suivant auquel je vais faire allusion, c'est le message du chef de l'État aux congressistes. Comme toujours, je ne vais pas rentrer dans les problèmes du Parti congolais du travail. J'ai deux ou trois aspects que je vais aborder à travers ce qui a été dit. Alors, la première chose qui m'a interpellé, c'est en lisant ce document, c'est lorsque le président dit que depuis un certain temps, bon, comme il est président de la République, il est tenu de garder une certaine distance vis-à-vis des activités partisanes. Mais le fait qu'il soit président du comité central du Parti congolais du travail, qu'il soit président du Parti congolais du travail, mais c'est une attitude partisane. On peut même se poser la question du point de vue de la gouvernance électorale. Est-ce que le président du Parti congolais du travail peut préparer et organiser une élection libre, démocratique, crédible, transparente et apaisée? Je dis non. À l'instar des autres fédérations, celle de Brazzaville, Pointe-Noire, Kwilu, France Europe, Cuvette Ouest, Lukwala, le Koumou, la Sanga et les Plateaux ont pris la parole pour faire entendre la voix de leur base. Les fédérations précitées ont insisté sur l'accomplissement d'une mission qu'ils qualifient de sacrée, celle de l'investiture par le congrès du candidat naturel du PCT, Denis Sassou Nguesso. La Cuvette Ouest réaffirme son engagement à œuvrer avec détermination pour la victoire du camarade Denis Sassou Nguesso, candidat de notre parti à l'élection présidentielle de mars 2026. Les membres du parti participant à ce forum avaient appelé le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du parti, à écouter la voix du peuple profond et l'inviter à faire acte de candidature au scrutin présidentiel de mars 2026. Et pour ça, on ne va pas de midi à 14h. Relisons la Constitution. Relisons la Constitution. Et la lignée 2 de l'article 80 de la Constitution dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute autre responsabilité au sein d'un parti politique. Mais quand vous êtes président du comité central ou que vous êtes président du Parti congolais du travail, mais vous avez une haute responsabilité au sein d'un parti politique qui s'appelle Parti congolais du travail. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir au Congo. C'est dommage que le président de la République, qui a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution, puisse ne pas attirer l'attention sur ces aspects et veiller à ce que l'on respecte véritablement la Constitution. Voilà l'un des points. Maintenant, le deuxième point que j'ai retenu sur le message du chef de l'État, le reste, je vous ai dit, intéresse le PCT, je ne vais pas y aller, c'est lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de Congolais du Nord, il n'y a pas de Congolais du Sud, tout le monde est Congolais. Oui, pendant les campagnes, on le dit. Mais on voit quand les textes sortent à l'ENAM, les concours, etc., on voit comment ça se passe. Faisons le point au niveau des postes de responsabilité, au niveau des institutions. Faisons le point au niveau de la formation du gouvernement. Et je peux, au niveau du gouvernement, vous dire une chose, elle n'est pas agréable à écouter, mais je dois la dire. Quand je prends le ministère des Finances, en dehors de la période 97-2002, où Mathias Nzon a été ministre, mais tous les autres ministres des Finances sont soit du même département, soit de la même ethnie que le président de la République. Lorsqu'on regarde les régies financières, dans leur quasi grande majorité, elles sont occupées par les ressortissants, soit du département d'origine du président, soit de la même ethnie. Trésor, impôts, douane, mais tout le monde le sait. Quand on fait le point au niveau des directions générales, on peut dégager la tendance. Et assez souvent, les Congolais disent, mais finalement, il est apparu que, mais à l'époque, c'est l'ancien département de la Cuvette, que c'est là où il y a la compétence au niveau du Congo. Malheureusement, la compétence pour que nous arrivons au résultat que nous connaissons. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et je crois qu'il faut fondamentalement changer les choses. J'ajoute un autre exemple aussi. Prenez depuis que le président Sassou est là.
ce que l'on appelle les ministères de souveraineté. Ils sont occupés par qui? Ils sont occupés par qui? Faisons le point. Alors, c'est pour dire que lorsqu'il y a la campagne, on dit que nous sommes tous Congolais. Lorsqu'on sort de la campagne, le pouvoir appartient maintenant à la famille, aux enfants, etc. On regardez même le nombre d'enfants ou des membres de la famille qui apparaissent dans les structures du Parti congolais du travail. C'est peut-être au Parti congolais du travail de gérer, de régler ça, mais nous le constatons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays a un besoin réel, que l'on ait un débat sur le tribalisme dans ce pays. Parce que c'est un phénomène qui existe. C'est un phénomène qui nous pose énormément de problèmes. Et il faut que l'on regarde sérieusement. Si je prends le gouvernement Koliné Makosso, je peux en faire la décomposition. Je peux dire encore que ça peut être considéré comme des tendances. Si je prends le département de l'Alekoumou, il y a certainement 2 ministres. Si je prends la Bouenza, pendant longtemps, il y avait qu'un seul ministre, Madame Nicolo. Il n'y a pas longtemps qu'on a ajouté un second ministre, le ministre Maboundou. Si je prends la cuvette ouest, il y a combien de ministres? Mais si j'arrive au département dont soit la même ethnie que le président, mais faites les décomptes. Vous-même, vous vous rendez compte que ça doit gêner à un certain moment. Ça doit gêner. Et c'est pour ça que je dis que ce n'était pas un problème à prendre à la légère, mais c'est un problème extrêmement profond pour lequel, au Congo, il faut qu'on organise des débats extrêmement sérieux sur le problème du tribalisme au niveau du Congo. Et je crois qu'on rendra service à notre pays si l'on veut qu'on avance. Maintenant, je vais aborder un autre document, mais c'est le président qui a fait un message c'est son message de vœux à la nation hier. Et moi, ce message est très court, mais j'y ai retenu quelques aspects sur lesquels je vais essayer de faire le point. Je ne ferai plus de commentaires sur le bilan, puisque on s'efforce à dire que le bilan est bon, alors que tous les Congolais savent que le président Sassou et le Parti congolais du travail ont lamentablement échoué. Au-delà des promesses, mais semble-t-il que il y a toujours l'envie qu'il continue. Et il faut certainement un siècle peut-être pour essayer de faire que tous les projets, mais il n'y a aucun pays où un président vient et il doit absolument terminer tous les projets. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de la notion de la continuité de l'État. Donc, sur le bilan, j'ai déjà donné mon point de vue, mais le deuxième aspect sur lequel je voulais m'attarder, c'est lorsque le président parle d'élections apaisées pour l'année 2026. Et c'est là qu'il y a véritablement le problème. Et c'est là qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Première question. Est-ce qu'on peut parler d'une élection apaisée organisée par des gouvernants qui ne respectent pas les lois et les règlements de la République? Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce qu'on peut parler d'une élection apaisée lorsque celle-ci est organisée par le président du Parti congolais du travail? Et lorsqu'on sait que bon nombre de préfets qui ont été nommés dans les départements sont des membres du comité central et que généralement ils font partie des 2588 congressistes en 2019 et des 3000 congressistes cette année qui ont décidé unanimement de reconduire le président Sassou comme président du comité central et de lancer des appels à sa candidature à l'État. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peut-on parler d'une élection apaisée lorsque l'administration n'est pas neutre et qu'elle est partisane? Vous avez vu, et nous allons y venir, les textes qui sont pris par les ministres de l'Intérieur pour reconnaître les partis, et nous vous avons fait la démonstration que la quasi-totalité des partis qui ont été reconnus ne sont pas en conformité avec la loi. Est-ce qu'on peut aller vers une élection apaisée lorsque les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, crédible, transparente et apaisée ne sont pas réunies? Parmi ces conditions, je vous en ai évoqué quelques-unes tantôt. Commission nationale électorale véritablement indépendante, maîtrise du corps électoral, fiabilité des listes électorales, établissement des cartes biométriques avec photo, révision à la baisse de tout. Tout ça, est-ce que c'est réglé? C'est pas réglé. C'est pas réglé. C'est fait comme si
D'ailleurs, ce n'est pas surprenant qu'on soit dans cette situation. L'indice de démocratie du Congo de 2021 à 2024 est de 2,79 sur 10. C'est-à-dire que le Congo est un pays autoritaire, à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Est-ce qu'on peut y organiser une élection libre, crédible, démocratique et apaisée? J'ai dit non. J'ai dit non. Et c'est des aspects que nous aurions dû prendre en compte. Par exemple, à travers la tenue d'un Conseil national de dialogue qui est prévu constitutionnellement, mais pour lequel les gouvernants tardent à le faire. Donc voilà, déjà au niveau des documents, les commentaires que nous tenions à faire. Mais avant de terminer, de passer à l'autre chapitre, la paix. On en parle tous les jours, la paix. J'ai été heureux de suivre cet opérateur économique qui en attente d'être reçu par le directeur de cabinet du ministre des Finances a dit, est-ce qu'on peut parler de paix lorsqu'on a faim, lorsqu'on n'a rien à manger, lorsque on tombe en faillite, est-ce qu'on n'arrive pas à payer les frais de scolarité? C'est un volet. Et aujourd'hui, avec la grogne sociale, on va y penser. La paix, ce n'est pas nécessairement le fait qu'il n'y ait pas de crépitement d'armes. Ce n'est pas ça le fait. Donc, il faut qu'on ait une certaine vision de la paix. Et nous tenons à rappeler au gouvernement qu'ils doivent avoir à l'esprit que la guerre dite du 5 juin 1997 a causé, selon M. Éric Dénissé, mais c'est à lui la responsabilité dessus, malheureusement il est mort, avait estimé le nombre de morts pendant la guerre dite du 5 juin 1997 à 400 000 morts. Nous n'avons plus besoin de ça. Et pour qu'on aille à l'élection, à la paix, dans la sérénité, comme on le veut, mais il faut que les conditions permissives soient remplies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et l'autre condition qui pose problème et qui posera problème, c'est le fait que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse sommaire des documents du parti au pouvoir, sans que je n'entre dans les problèmes internes du PCT, c'est sur ces volets que je voulais faire des commentaires. Maintenant, nous passons au troisième aspect que nous voulons évoquer, c'est de rappeler la situation du Parti congolais du travail. Nous avons à chaque fois parlé de cette situation. Nous l'avons évoqué. Mais nous constatons que les gens ne changent pas. Au contraire, ils continuent à être très durs, à persévérer dans la violation des lois et règlements de la République. Et à chaque fois que nous le pourrons, nous allons expliquer aux Congolais. Et je pense qu'à travers les Congolais, il y a les membres du Parti congolais du travail qui le comprennent. Le problème du Parti congolais du travail est le suivant. Aucun de ses membres, citoyen, élu ou nommé à une autre fonction publique, n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi depuis 2002. J'ai lu dans le livre bilan qui a été fait du quinquennat, que la déclaration de patrimoine est devenue effective en 2021, c'est faux. La tentative qui a été faite en 2021 avec la venue de Colline Makosso à la primature n'a en rien changé la situation. D'ailleurs, l'expérience de 2021 s'est faite sans être conforme aux lois et règlements de la République et à la Constitution. Et je vous donne l'information. Monsieur Clément Mirassa, à ce propos, a introduit un recours. La Cour constitutionnelle lui a donné raison. Le gouvernement a pris des dispositions pour que cette loi amendée. Et il y a eu la publication de la loi 15/2024, je crois, de mai 2024. Et depuis, il n'y a aucune déclaration qui se fait. Et l'exemple typique, emblématique que je prends assez souvent, c'est de dire que le président de la République du Congo n'a jamais déclaré son patrimoine. Il ne l'a pas fait en 2002, il ne l'a pas fait en 2009, il ne l'a pas fait en 2016, il ne l'a pas fait en 2021. C'est caractéristique emblématique. Et pour les Congolais qui en doutent, mais la loi qu'ils avaient prise en termes de loi d'application est claire. Chaque déclaration de patrimoine d'un citoyen congolais donne lieu à un récépissé qui est publié au journal officiel. Et le numéro 001 était en 2021 était attribué à Colline Makosso. Malheureusement, cette expérience ne s'est pas faite conformément à la loi. Donc voilà le premier.
Le deuxième point, justement, sur lequel le PCT a encore retombé. Mais à chacun de leurs congrès, ils reconduisent le président de la République comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail, en violation de la Constitution. Et le faisant, nous arrivons au point 3. Il viole l'article 26 de la loi 20-2017, du 12 mai 2017, qui dit clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et quand je fais ce point, j'en arrive à quoi? Je fais ce point, je constate que le Parti congolais du travail a violé l'article 50 de la Constitution, l'article 55, l'article 80, l'article 26 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017, mais ils ont violé les lois. Ils n'ont pas violé une seule loi, ils ont violé plusieurs lois. Et l'article 31 de la loi 20-2017 qui a été votée par un parlement dominé, largement dominé par le Parti congolais du travail, dit quoi? L'article 31 dit qu'en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné et procède à la fermeture provisoire de ces locaux. Question. Devant un constat aussi flagrant, pourquoi le PCT n'est pas suspendu? Est-ce parce que le ministre de l'Intérieur est membre du bureau politique du Parti congolais du travail? Est-ce parce que le président de la République est président de ce parti? Est-ce parce que le Parti congolais du travail fait sa volonté et en impose aux Congolais? Qu'est-ce que cela veut dire? Dans un contexte où le président de la République a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et vous avez un exemple typique sur lequel nous reviendrons. Non seulement on ne fait pas respecter, on ne respecte pas la Constitution, mais en plus on ne la fait pas respecter. Que voulons-nous? On a changé la Constitution. Pensons au moins à ces nombreuses victimes mortes à cause du combat que nous avons mené pour dire non au changement de Constitution. C'était, dit-on, pour faire évoluer les institutions. C'était pour faire évoluer les institutions ou bien pour autoriser au gouvernement congolais de violer dans l'impunité totale notre Constitution, notre loi fondamentale. Vous voyez bien que on arrive à se poser la question. Non seulement le Congo va mal, très mal, mais où allons-nous? Et quand je pense à la déclaration en 2023, je ne parlerai pas des déclarations antérieures, ou plutôt on peut en parler, où le président de la République dit clairement, cependant est vrai le fait que je n'accepterai pas que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas. Il est 19h. J'insiste pour dire que nous n'accepterons pas que soient organisées dans notre pays des élections hors la loi. Pourquoi on en est arrivé là? Et j'ajoute ce qu'il a dit dans son message sur l'état de la nation en 2023, à savoir, nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Puisqu'on est au moment où le président de la République doit rendre compte aux Congolais, puis c'est selon ce qu'il aura décidé, semble-t-il. Peut-on nous expliquer pourquoi aujourd'hui nous sommes dans l'anticonstitutionnalité? Où sont les contre-pouvoirs? Où est l'Assemblée? Où est le Sénat? Où est la sanction? Puisque dans ce qui est mis dans le projet de société, la nouvelle, plutôt ensemble pour poursuivre la marche, il est dit clairement qu'il y aura des sanctions pour le non-respect des lois et règlements de la République. Où en sommes-nous? Et c'est une situation qui est gênante, qui est préoccupante, qui ne nous permet pas d'avancer correctement. Bref, c'est le constat que nous faisons. Et nous rappelons, puisque le Parti congolais du travail ne veut fondamentalement pas changer les choses, nous reviendrons et nous passerons là-dessus. Maintenant, nous allons passer au dernier point avant la conclusion.
c'est l'application de la loi sur les partis. À l'occasion de plusieurs concertations nationales, on a demandé que l'application de la loi se fasse de façon rigoureuse, etc. Malheureusement, nous avons constaté que le ministre de l'Intérieur a assez souvent pris des textes, soi-disant pour déclarer ou pour reconnaître certains partis. Et malheureusement, on constate que assez souvent, le Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi, est placé en tête. C'est véritablement dommage. C'est le cas, par exemple, de l'arrêté 1726/MID/CAB du 30 juin 2025, pour lequel une enquête a été menée et pour lequel il a été prouvé que la quasi-totalité des partis qui apparaissaient n'étaient pas en conformité avec la loi. Ils ne le sont pas, souvent selon deux critères. Le premier, c'est parfois la non-possession du siège départemental. Le deuxième, c'est le fait qu'on n'a pas respecté l'obligation de déclaration de patrimoine. Et quand on prend cet aspect de déclaration de patrimoine, je l'ai dit de façon claire, l'UPADES n'est pas en conformité avec la loi. C'est pas que je suis contre eux, mais si je prends les autres partis de la majorité présidentielle, si je prends Club 2002 Pur, je prends le MAR, je prends le RDPS, etc. Tous ces partis ne sont pas en conformité avec la loi, tout simplement parce que leurs membres qui ont été nommés ou élus à une autre fonction publique n'ont jamais daigné déclarer leur patrimoine conformément à la loi. Donc, si on fait le point, tout s'écroule. Tout s'écroule. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On constate que le ministre de l'Intérieur est pratiquement dans une démarche de faux et d'usage de faux. On lui demande de retirer le texte. Il ne le fait pas retirer. Mais aujourd'hui, je suis au regret de lui faire constater que le dernier texte que vous avez pris, l'arrêté 1726/MID/CAB du 30 juin 2025, c'était pour l'année 2025. C'était pour l'année 2025. Mais l'année 2025 est passée. Nous sommes maintenant en 2026. Donc, logiquement, théoriquement, du point de vue du droit, aujourd'hui, il n'y a aucun parti qui est en conformité avec la loi. Maintenant, il faut attendre la prochaine sortie du nouveau texte pour savoir qui est conforme et qui ne l'est pas. Et là, je crois que nous serons vigilants et que nous attirerons l'attention. Nous rappelons au cadre et au personnel du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation que s'agissant de ce point, il y a deux textes, deux articles extrêmement importants. Le premier article, c'est l'article 11 qui dit que chaque parti doit avoir des membres et des sièges dans chaque département. Le deuxième, c'est l'article 26 qui dit que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et je conseille au cadre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation de se référer assez souvent à ce qui touche l'aspect de l'obligation de déclaration de patrimoine. Parce que là, les choses sont claires. Personne n'est en conformité avec la loi. Et depuis l'amendement de la loi 15/2024, il n'y a plus aucune déclaration qui est faite. Les nominations se font tous les jours. C'est certainement fait pour favoriser l'enrichissement, pour ne pas s'attaquer à la corruption, au détournement, au vol, etc. Nous le comprenons, mais je crois qu'il faut qu'il fasse attention et que la prochaine fois, nous serons plus exigeants et plus vigilants sur cet aspect des choses. Alors, quand on a fait ça, on dit, le Congo est dans une situation difficile. Nous venons de vous rappeler, parce qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises, que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi, et que les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée en 2026 ne sont pas remplies. La question complète, que faisons-nous? Moi, j'ai déjà fait une proposition, je la reprends aujourd'hui. Si on se trouve sur la voie du droit et on rejette la vision du PCT et des gouvernants actuels, parce que leur voie, c'est de privilégier le droit de la force sur la force du droit. Mais moi, je suis sur la position de la force du droit. Mais le président de la République, en tenant compte de l'article 77 par rapport au serment qu'il a prêté, à notre avis,
doit suivre sérieusement cette situation, prendre les décisions qui s'imposent. Et l'une des décisions qui s'impose, c'est quoi? C'est la suspension du Parti congolais du travail, la fermeture provisoire de ces locaux. C'est pas moi qui ai inventé ces termes. Et une fois que c'est fait, l'Assemblée est suspendue. Elle tombe. Le Sénat tombe. Mais nous devons nous retrouver. Nous devons nous retrouver. Les Congolais doivent se retrouver pour débattre de leur avenir et voir qu'est-ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, c'est pour ça que lorsque je reviens, je dis, nous avons dit dès le départ en termes de thématiques que les gouvernants congolais ont un problème avec la conformité avec la loi, qui est un véritable casse-tête pour eux. Mais la loi, c'est la loi. Elle est Dieu, mais c'est la loi. Elle s'applique à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et au Congo, les gens, les Congolais doivent comprendre que le PCT n'est pas au-dessus de la loi, que le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Et s'agissant du président de la République, j'ajoute les dispositions de l'article 15 de la Constitution qui dit clairement que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi, ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques. C'est clair. C'est clair. Et la situation du Congo est difficile parce que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Je crois qu'il aurait dû prendre les dispositions pour s'y conformer. Mais la difficulté, c'était que, par exemple, pour l'obligation de déclaration de patrimoine, il aurait dû faire la déclaration le 16 avril 2021, et c'est passé la dernière, bien sûr, parce que depuis 2002, il aurait dû la faire et il ne l'aurait jamais fait. Donc, on est dans cette situation extrêmement embarrassante. Mais la loi est dure, c'est la loi. Et il faut que nous respectons ça. Donc, voilà, chers téléspectateurs, nous pensons au moment où on vient de lancer un appel global pour que le président Denis Sassou Nguesso fasse acte de candidature pour l'élection présidentielle de 2021. Nous sommes à moins de 3 mois. Le président Denis Sassou Nguesso n'est pas conforme à la loi. Il a prêté le serment qu'il a prêté. Et moi, j'ai suivi le serment prêté par le président Alassane Ouattara. J'ai bien aimé la formule qui consiste à dire en esprit que si le président ne respecte pas le serment qu'il a prêté, mais il perd la confiance du peuple et c'est considéré comme une trahison. Et il doit subir les rigueurs de la loi. Il est dommage que cette formule n'ait pas été retenue dans notre constitution, tout comme il est dommage que quelque chose qui semblait simple, qui semblait évident, comme le fait que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être en conformité avec la loi. C'est des aspects que nous devons relever pour qu'on en tienne compte et qu'un jour il y ait des amendements pour que cela soit intégré. Donc, chers téléspectateurs, pour cette première émission, j'ai voulu vous entraîner encore dans ces méandres de droit. J'ai essayé de vous amener dans ces méandres de la non-conformité à la loi de plusieurs partis, dont le PCT, et de plusieurs gouvernants, dont le président de la République. Et il faut que nous en tenions compte. Et je crois que les Congolais vont s'approprier tout ça. Et ce que nous souhaitons, je ne sais pas si c'est possible, mais les gouvernants ont la responsabilité de prendre la responsabilité pour mettre en place les conditions permissives pour la tenue en 2026 d'une élection libre, crédible, transparente, démocratique et apaisée. C'est sur ces mots, chers téléspectateurs, que je clôt mon émission et je vous donne rendez-vous à samedi prochain. Samedi prochain, ça sera probablement le 10 et nous aurons un autre thème. Je pense que nous allons bien nous y pencher, mais je souhaite que tout ce qui touche à l'organisation de l'élection en mars 2026 requiert une certaine priorité et chaque fois que nous pourrons développer des éléments là-dessus, nous le ferons. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Je ne manquerai pas de vous présenter pour une nouvelle fois mes vœux de bonheur,
de prospérité, de réussite, surtout d'excellente santé pour la nouvelle année 2026. Et que nous soyons tous dans le bonheur au cours de cette année, en dépit du contexte dans lequel nous y sommes aujourd'hui. Donc, merci et à bientôt.